Bonjour et merci de nous retrouver pour la dernière matinale de la semaine. Nous sommes ensemble pour une demi-heure de direct, 30 minutes, au cours desquelles nous nous pencherons bien sûr plus en profondeur sur la situation au Mali et les aspects corollaires à cette nouvelle guerre, notamment en Algérie. On en parlera avec Samir Ben Laechi. Bonjour. Bonjour. Et puis en deuxième partie d'émission, nous parlerons des élections en Israël avec Sam Kadosh, directeur du CNEF, un centre pour les nouveaux immigrants francophones. Comment les francophones trouvent leur place dans ces législatives? Ce sera le thème de notre seconde partie. Mais pour l'heure, place à l'actu avec Elsa qui nous présente le Flash. Bonjour Elsa. Bonjour Nathalie, bonjour à tous. On ouvre ce matin cette édition avec l'Algérie où plusieurs personnes ont été enlevées hier, dont au moins un Français. Le groupe terroriste a pénétré sur un site pétrolier dans le sud-est du pays. Le ministre de l'Intérieur algérien aurait désigné le groupuscule coupable de cet enlèvement, la brigade de Mokhtar Belmokhtar, ancien chef d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Le groupe a affirmé avoir agi contre la réaction à l'intervention française au Mali. Et cette intervention se poursuit donc toujours. La CEDEAO a annoncé au Mali l'envoi prochain de 2000 soldats dans le pays. C'est ce qu'ont affirmé les chefs militaires des États membres. Les soldats viennent donc en renfort aux troupes françaises dans le cadre de l'opération militaire. En Syrie, un double attentat suicide à la voiture piégée a tué hier 22 personnes à Idlib, principale ville du nord-ouest de la Syrie. Cette ville est sous le contrôle de l'armée de Bachar al-Assad. Selon des sources officielles, des terroristes en mission suicide ont fait exploser 2 voitures piégées. On passe à présent à l'Égypte. Mohamed Morsi juge ses propos antisémites sortis du contexte. C'est ce qu'a estimé le président égyptien hier à propos de ses déclarations. Dans une vidéo datant d'il y a 3 ans, le chef du gouvernement égyptien a ignoré les demandes d'excuses de Washington. En Israël, à l'approche des législatives, un nouveau sondage paraît. Même si la liste Israël Beitenou reste en tête avec 34 mandats, c'est le parti Avoda qui arrive en deuxième position avec 18 sièges, suivi de celui de Naftali Bennett Abaït Ayoudi qui obtiendrait pour sa part 15 mandats. Et on termine avec les États-Unis. Une vidéo de la NRA, le lobby pro-armes, choque la Maison-Blanche où les filles du président Obama apparaissent. Le puissant lobby américain qui avait fait profil bas ces derniers temps suite à la tuerie de Newton sort de son silence. Le président américain a pour sa part présenté hier son plan de lutte contre la violence par les armes. Voilà, c'est tout pour cette édition. Retour à vous Nathalie sur le plateau de la matinale. Excellente journée à vous. Merci Elsa pour ce point. Samir, on ne va pas revenir sur les détails factuels, on en parle, on en reparle. On va s'intéresser plus sur l'analyse de fond. L'Algérie, le Maroc, la Tunisie ont d'emblée, dès le début de l'opération militaire française, témoigné de leur soutien à cette intervention. Pourquoi finalement soutenir de façon aussi ouverte et ferme la France? D'abord, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix parce qu'il faut se mettre du côté du plus fort. D'ailleurs, on l'a toujours fait en Afrique du Nord. Et le plus fort ici, c'est la France. Et d'ailleurs, il ne faut pas oublier que la France et les pays nord-africains, le Maroc, l'Algérie et la Tunisie, ils ont tous intérêt à combattre l'influence, pas l'influence, mais je dirais la menace de ce terrorisme que je qualifierais pas d'emblée d'islamiste. Alors justement, ce terrorisme, on en reparle. S'il n'est pas islamiste, qui est-il? Quels sont ces terroristes qui menacent l'Afrique du Nord et le Mali, justement? D'abord, ils se sont des coupeurs de route, comme on les appelait dans le temps. Ils se sont des mafieux. Et ils vivent en vendant de la drogue, en travaillant dans le marché noir. Bien sûr, ils se qualifient d'islamistes pour envelopper leur trafic mafieux d'idéologie islamiste. Mais c'est-à-dire que quand on parle de Al-Qaïda au Maghreb islamique, le AQMI, est-ce qu'il y a une direction commune, une organisation commune, ou est-ce qu'on peut parler plutôt de petites phalanges, de petits groupuscules, finalement, chacun se dirigeant à sa façon? Non, il y a un cerveau, et ce sont des djihadistes, d'ailleurs, ce sont des Algériens, ce sont des Algériens ou des Mauritaniens, ce sont les cerveaux de ce mouvement. Bien sûr, ils se sont
ils se sont réunis ou ils ont fait une alliance avec les Touaregs, il ne faut pas oublier. C'est-à-dire, le côté malien, c'est les Touaregs. Les Touaregs qui n'ont rien à voir ethniquement et économiquement et aussi culturellement avec les Maliens du Sud. Donc, c'est une guerre séparatiste, si vous voulez. Et les djihadistes algériens, ils sont là pour donner une dimension internationale islamique, si vous voulez. Et c'est pour ça que l'Algérie soutient cette opération, parce qu'elle a voulu les évincer il y a quelques années, quelques décennies, et puis elle se retrouve finalement maintenant avec les mêmes problèmes et les mêmes menaces. L'Algérie a mis en prison, c'est-à-dire quelques-uns, ceux qui ont pris la fuite ou ils se sont enfuis, ils se sont mis au Mali. C'est-à-dire aujourd'hui, si la France ne règle pas ce problème, c'est l'Algérie qui va se trouver dans la boue. D'où cette espèce d'aide et de soutien apporté à la France. On en parlait quand on préparait cette émission. L'Algérie qui décide de fermer sa frontière commune avec le Mali. L'idée des frontières, vous allez nous l'expliquer de façon plus claire, l'idée des frontières dans cette Afrique du Nord et du Centre, c'est pas tout à fait la même idée que ce qu'on avait, nous, en Europe avant de la frontière, justement. Non, d'abord, il n'y a pas de frontière. Il n'y a pas de frontière. Quand l'Algérie déclare qu'on a fermé les frontières, on voit justement il n'y a pas de frontière. Il y a un point, peut-être une barre qu'on a fermée, mais on peut passer comme on veut. C'est-à-dire il y a à peu près 1500 kilomètres dans le désert. Il n'y a pas de mur, il n'y a rien. On peut prendre 104-4 et passer comme on veut. Donc il n'y a pas de frontière. C'est l'Algérie dit. Donc quand l'Algérie dit j'ai fermé ma frontière avec le Mali, c'est plus une idée, un concept, un soutien plus conceptuel que technique sur le terrain. Voilà, ça n'a rien, ça n'a aucun sens dans la réalité. On dit on a fermé sa frontière pour dire qu'on est du côté de la France, mais aussi on dit on soutient le Mali. C'est-à-dire on ne dit pas on est du côté de la France, mais on dit les Marocains, les Tunisiens, les Algériens, on dit on soutient le Mali, on soutient la légitimité, la souveraineté du Mali. Donc on choisit très bien ces termes, comme d'ailleurs la France choisit ces termes et qualifie le problème comme c'est-à-dire du terrorisme, c'est pas un terrorisme islamique. Donc, alors justement, la France, on va écouter François Hollande, ses déclarations de ces dernières heures. On en reparle juste après avec vous, Samir, sur justement l'implication de la France et les intérêts de la France. Écoutez. Je suis en liaison permanente avec les autorités algériennes qui font et feront leur devoir. Nous sommes également en lien avec les chefs d'État et de gouvernement des pays concernés. Tout cela n'est pas sans lien, chacun l'aura compris, par rapport à l'action que nous menons, la France, mais également les pays africains et tous ceux qui participent à ce qu'on appelle la MISMA, qui a vocation à permettre au Mali de retrouver le plus tôt possible son intégrité territoriale. L'intégrité territoriale. La France parle également, et c'est notamment, on entendait François Hollande notamment le dire hier lors de ses vœux à la presse, il disait la France n'a pas intérêt à se rendre au Mali, c'est simplement pour apporter un soutien aux Maliens du fait de notre histoire commune. Comment on doit décrypter les propos du président français? Bon, moi, peut-être je vais revenir un peu en arrière. C'est-à-dire les frontières du Mali, ils étaient tracées par la France il y a 50 ans. Et quand on a tracé ces frontières, on a pu mettre un trait entre le nord du Mali et le sud du Mali. C'est-à-dire la France, ils se sont Donc ce Mali qu'on voit là sur cette carte, au nord, bien au nord de Bamako, aurait pu être coupé en deux. Voilà. Dans les années 50, quand la France... à l'endroit de ce rétrécissement qu'on voit sur la carte, c'est là où la frontière interne du Mali, ethnique et culturelle,
culturelle existe. Exactement. C'est-à-dire les Français, les champions du partage, du traçage des lignes d'Afrique, ils n'ont pas mis le trait. Et ils n'ont pas mis le trait parce qu'ils voulaient justement rester maîtres dans la région du Nord où il y a le lunarium, des mines d'uranium, où on veut rester le maître, c'est-à-dire qui gère ces... Est-ce à dire que la France aujourd'hui se sent menacée par d'autres puissances qui veulent dominer sur le terrain malien? Voilà, donc si la France n'intervient pas, il y a la Chine qui menace culturellement et économiquement bien sûr, et puis il y a les États-Unis, c'est-à-dire il y a des firmes internationales qui veulent mettre la main sur ces mines d'uranium. Donc, ce n'est pas vraiment une aide pour la beauté des yeux des Maliens, mais c'est parce que la France... Il y a l'uranium et il y a le gaz sans lesquels la France ne peut pas s'approvisionner. Voilà, donc il y a une continuité territoriale minière, si vous voulez, entre le sud algérien, où il y a du gaz, et le nord malien, où il y a l'uranium. Et ces deux facteurs, la France se réchauffe par ces deux facteurs. Donc c'est l'intérêt propre énergétique de la France. Donc finalement, c'est la raison de l'entrée en guerre donc de la France au Mali. C'est pas tout à fait aussi simple que ce que disait François Hollande quand finalement il disait nous c'est une bonne action de la part de la France. On n'avait aucun intérêt quand il disait aux journalistes hier. Est-ce que ce conflit, Samir, vous, en tant qu'analyste du terrain, en tant que fin connaisseur du terrain, est-ce que ce conflit, on peut imaginer qu'il s'étendrait à un nouvel hiver arabe, si on peut parler de la sorte, au Maroc, à l'Algérie et à la Tunisie? Est-ce que ça risque de prendre plus d'ampleur que ça n'en a à présent? Oui, il y a un risque, dans le sens où, par exemple, prenons par exemple l'exemple de ce feu vert que l'Algérie a donné aux avions français. Donc, de survoler le territoire. De survoler le territoire algérien. C'est très sensible comme... C'est-à-dire, depuis 1962, on n'a pas vu de soldats français sur le sol algérien. Donc, ça peut un petit peu susciter des sensibilités et ça peut faire descendre le peuple dans la rue pour lutter ou pour protester contre ce geste, et ça peut dégénérer vers un printemps arabe. Alors, est-ce qu'on entend justement en ce moment en Algérie des voix s'élever pour dire on est face à des relents de colonisation, des relents de l'avant 1962, et les Algériens descendent déjà dans la rue? Est-ce qu'on est déjà dans cette mouvance-là? Bien sûr, il y avait des manifestations qui protestaient contre ce feu vert. C'est-à-dire, on voit dans ce feu vert un néocolonialisme. D'ailleurs, aujourd'hui, ce matin-là, La Libération, le journal français, a qualifié cette ingérence française de néocolonialisme. Donc, il y a ce spectre de colonialisme, et puis la France doit comprendre, je crois qu'ils ont compris cela, qu'ils ne peuvent plus être les gendarmes de l'Afrique. Donc il faut faire ça avec beaucoup de prudence, et ça peut dégénérer, soit sur un printemps arabe en Algérie et en Afrique du Nord, soit en France sur une série d'actes de terrorisme comme dans les années 90. Comme on l'a souligné. Merci Samir pour ces analyses ce matin. Merci d'avoir été avec nous. Merci.